Jo-Wilfried Tsonga, ou le porte-étendard de la France, une grande nation de tennis qui a désespérément attendu le sacre d'un Français en Grand Chelem, en vain. Mais en réfléchissant, Tsonga n'a pas eu le respect et l'admiration qu'il aurait mérité, sans cesse critiqué pour ses faux pas tout proche du sacre en Grand Chelem. Mais pourtant, on a bien failli être servi, parce que Tsonga a été un joueur extraordinaire, une bénédiction pour le tennis français, une légende du tennis français qui s'est affiché comme le cadre d'une génération française globalement très prometteuse. Son premier gros coup avec une finale à l'Open d'Australie en 2008 a donné le ton sur son potentiel énorme et sa carrière n'a fait que suivre. Parce que Tsonga s'est intégré dans le haut gratin du tennis mondial en s'affichant comme un outsider et a réussi à devenir un champion avec 2 titres en Masters 1000, avec un gratin qui était pourtant déjà composé de Djokovic, Nadal, Federer et Murray. Et Joe a eu le mérite de les regarder dans les yeux, les 4, jusqu'à les battre en Grand Chelem, les 4. En revanche, Tsonga n'a pas réussi à franchir l'ultime étape en remportant un Grand Chelem, malgré des parcours flamboyants où il était tout proche. Tsonga est toujours tombé sur plus fort que lui, partout et chaque année. Ces désillusions à répétition nous ont fait comprendre que ce ne serait pas lui, l'homme qui délivrerait la France de maintenant plus de 40 ans de disette en Grand Chelem chez les hommes. Avec une fin de carrière douloureuse et le sentiment d'une carrière qui aurait pris une toute autre ampleur à quelques matchs près, Tsonga reste tout de même l'un des plus grands joueurs que la France ait connu, et c'est peut-être même le plus grand, parce que même si Noah a remporté Roland-Garros, Joe a pour lui une longévité au plus haut niveau qui dépasse l'entendement. Alors voici juste pour vous l'histoire de Jo-Wilfried Tsonga. Jo-Wilfried Tsonga, il faut bien comprendre qu'il a grandi dans un environnement où le sport était une seconde nature. Déjà, son père Didier, qui vient du Congo, a été un athlète de haut niveau, il a été professionnel en handball, donc Joe, mine de rien, il a bercé dans cet esprit de compétition. Mais ce qui est intéressant, c'est que son père ne l'a jamais poussé vers un sport en particulier. Il l'a laissé découvrir différentes choses, toucher à tout, mais quand on vit avec un papa sportif, ça change tout. Joe, il a eu ce modèle de discipline, de travail et de persévérance sous les yeux. Sa mère, Evelyne, était enseignante, donc on peut imaginer qu'elle lui a apporté un certain équilibre, une stabilité émotionnelle qui l'a protégé des excès qu'on peut retrouver chez certains jeunes sportifs. Et c'est au Mans que Tsonga fait ses premières armes, et à l'époque, il n'y avait pas que le tennis qui l'attirait. Petit aussi, il était à fond dans le football, il jouait même à un bon niveau, donc ce côté multisport a joué un grand rôle dans son développement physique, parce que Joe, dès son plus jeune âge, il était imposant physiquement, et papa, ancien professionnel, l'a aussi stimulé, dans l'optique de construire un projet d'athlète au haut niveau, et Joe, finalement, il finit par choisir le tennis. Alors c'est un pari, parce qu'au plus haut niveau, c'est un petit gâteau pour énormément de joueurs. Mais le projet est sérieux et il va se donner les moyens de se professionnaliser. À 13 ans, il intègre le pôle espoir de Poitiers. 2 ans plus tard, il intègre l'INSEP, donc il suit le processus avec les structures fédérales, notamment parce qu'il se fait vite remarquer, et on voit en Joe un gros potentiel. Et à l'âge de 18 ans, en junior, il est bouillant. On est en 2003, et il fait au moins demi-finale sur les 4 grands chelems en junior, et il remporte l'US Open junior, donc c'est très costaud. Après, tout reste à faire, parce que comme je dis souvent, c'est pas parce que tu cartonnes en junior que tu feras une grande carrière, mais c'est un bel indicateur comme quoi t'es dans les clous, et c'est le cas de Joe. L'ascension de Tsonga vers le haut niveau, elle est marquée par plusieurs étapes clés, mais aussi des difficultés et des points d'arrêt, notamment avec des blessures. En 2004, après sa grosse année en junior, Joe, il continue, il fait finale à l'Open d'Australie en junior, mais en plus, il s'immisce sur le circuit secondaire et il remporte un futur et 2 challengers. Donc il perd pas de temps et ça lui permet de pointer le bout de son nez sur le circuit principal en fin d'année. À Pékin, il bat Carlos Moya, donc son premier top 8 en carrière, c'est énorme. Moya qui joue encore très très bien. Tsonga gagne aussi son premier match en Masters 1000 à Bercy. Donc fin 2004, il termine l'année 163e mondiale à 19 ans, donc ça promet du très très bon pour la suite. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il commence sa collaboration avec Eric Winogradsky, un entraîneur de la fédération, donc il suit toujours ce parcours fédéral. En 2005, il continue de se forger un mental d'acier sur le circuit secondaire, en futur et en challenger, sauf que malgré le fait qu'il gagne encore un futur et un challenger en 2005, Tsonga se blesse. Plus exactement au dos, il a une hernie discale, donc il est bloqué, et il chute à la 350e place mondiale. C'est rageant, après tous les efforts qu'il a fournis, mais il l'a fait, donc il peut le refaire. En 2006, il essaye de remonter la pente, c'est difficile, mais il parvient à gagner un challenger, donc il reprend quelques places. Et en 2007, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux pour Joe, et il commence vraiment à s'installer pour de bon dans le circuit principal. Il fait notamment une percée exceptionnelle à Wimbledon, 8e de finale, en battant Beneteau, Lapanti et Feliciano Lopez avant de s'incliner contre Gasquet. Et Tsonga commence à sérieusement se faire connaître par ses pairs. Il se fait un nom avec son jeu agressif, explosif, le puncher, et c'est ce style qui va le propulser
propulsé dans le top 100 pour la première fois. Résultat, il peut jouer l'US Open sans passer par les qualifications et il nous fait un très beau troisième tour, en s'offrant même le luxe d'affronter Rafael Nadal, triple vainqueur de Roland-Garros. Il s'incline en 3-7, mais c'est de l'expérience, c'est bon à prendre. Et ce qui est sûr, c'est que Tsonga, il a réussi à vaincre sa blessure, mais surtout à passer le dernier palier qui le séparait du circuit principal, à savoir ce satané circuit secondaire avec ses futurs et ses challengers qui sont durs à passer. En 2007, Tsonga a confirmé qu'il était suffisamment mature, il a remporté 4 challengers, donc la transition s'est faite naturellement, à tel point qu'en 2008, il a poursuivi son ascension en choquant tout le monde. L'Open d'Australie 2008, c'est clairement le tournoi qui a fait passer Jo-Wilfried Tsonga dans une autre dimension. Avant ce tournoi, Tsonga était déjà un joueur prometteur, mais loin d'être une star mondiale. Et il faut savoir que sur ce tournoi, il était même pas tête de série, il était top 40, donc pas dans la liste des favoris, mais ce tournoi a changé sa carrière pour toujours. Et dès les premiers tours, Joe impressionne. Et notamment son premier tour, où il tombe contre Andy Murray. Quelle malchance au tirage de tomber sur Murray, et pourtant Joe va concasser Murray en 4-7. C'est un choc pour tout le monde. La manière dont il a dominé Murray avec une puissance et une audace déconcertantes laisse tout le monde bouche bée. Et ce match, c'était pas qu'une victoire, c'était un message. Tsonga est dans la place, il est présent et il compte pas s'arrêter là. Ensuite, il joue un qualifié, puis Guillermo Garcia Lopez, trop facile pour lui, 3-7-0 pour les deux. Des victoires attendues où il est favori, mais ce qui frappe, c'est la manière. Il joue déjà avec une intensité incroyable et son jeu commence vraiment à faire parler dans les médias. Puissance, dynamisme, un service impressionnant, bref, il a tout et il commence à attirer les regards. En huitième de finale, il retrouve son pote, Richard Gasquet, contre qui il a perdu à Wimbledon l'année dernière. Gasquet, qui est bien plus établi que Joe à ce moment-là, il faut le savoir. Il est tête de série numéro 8, et pourtant, Tsonga continue sur sa lancée. On a 4 sets bien serrés, mais qui vont en faveur de Joe. Joe est en quart de finale. Premier quart de finale en Grand Chelem pour Joe, mais c'est pas une raison pour se contenter de ça. Prochain adversaire, Michael Youzhny, un joueur dangereux, toujours solide en Grand Chelem, mais là encore, Joe s'impose sans trembler 3-7-0. Et ce qui commence à marquer les esprits, c'est la variété dans son jeu. Il se contente pas de frapper fort, il monte souvent au filet, et il est habile avec des belles volées. Vraiment, il joue sans pression, et avec une légèreté et une confiance hallucinante. Et puis arrive la demi-finale. Là, c'est Rafael Nadal en face. Donc vous vous rappelez, ils se sont joués quelques mois avant à l'US Open et il n'y avait pas eu vraiment de match. Donc on se dit que Tsonga a fait son tournoi, c'est magnifique, bravo. Rendez-vous à Roland-Garros maintenant pour voir s'il peut maintenir ce niveau. Mais contre toute attente, Tsonga va livrer un des plus grands matchs de sa carrière. Pour moi d'ailleurs, le plus grand. On va pas se mentir, aujourd'hui la carrière de Tsonga est terminée. Elle est longue et elle est bien fournie, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, je vois pas un match plus abouti que celui-là. Mettez-moi en commentaire si vous en avez un en tête, je suis très curieux. Parce que ce jour-là, Joe, il est tout simplement intouchable. Il déroule un tennis d'une autre planète. Sa puissance fait mal à Nadal, mais plus que ça, c'est lui qui dicte le jeu. Il laisse aucun répit à l'Espagnol. En fond de cours, il frappe plus fort, plus vite. Quand il prend des risques, il prend les lignes, il monte au filet d'une manière insolente et claque des volées sublimes. Et surtout, il montre aucun signe de peur ou de doute à aucun moment. Résultat, une victoire écrasante, 6-2, 6-3, 6-2 en à peine plus de 2 heures. Donc coup de tonnerre dans la sphère tennis et aussi dans le tennis français. Parce qu'on se dit, ça y est, on tient peut-être celui qui va nous faire vibrer ces 15 prochaines années, avec l'espoir qu'il gagne un grand chelem. Les médias internationaux commencent à le surnommer le nouveau Mohamed Ali, en raison de sa ressemblance physique et de sa personnalité charismatique, et on arrive en finale. En soi, une finale plutôt équilibrée à l'époque, parce qu'en face, c'est un certain Novak Djokovic, sauf que Djokovic, en janvier 2008, il a pas 20 grands chelems, il en a pas 24, il en a 0. On va pas non plus dire que c'était 50-50 parce que Djokovic venait de battre Federer, et le bonhomme, sur les 3 derniers grands chelems, il restait quand même sur demi-finale à Roland-Garros, demi-finale à Wimbledon et finale à l'US Open. Donc Djokovic était favori, mais en soi, il y avait match. Et pour cause, le match est serré, et c'est même Tsonga qui remporte le premier set avec une fin de set tonitruante. Il joue avec la même confiance incroyable qu'il a montré sur le tournoi. Il sert bien, en coup droit c'est puissant, et sa stratégie au filet fonctionne encore à merveille. Mais malheureusement, Djokovic enchaîne pour 2 bons, et Tsonga, malgré une belle résistance, n'inquiétera pas Djokovic plus que ça. Jeu, set et match, Djokovic, on a la naissance d'un cyborg sous nos yeux, mais aussi ce qui sera la plus grosse performance de Tsonga en Grand Chelem dans toute sa carrière. Quoi qu'il arrive, c'est un énorme tournant pour Tsonga, parce qu'il s'est prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les tout meilleurs. Après cette explosion en Australie, Jo-Wilfried Tsonga est ralenti par une opération en genou, en 2008 encore. Donc pour lui, pas de Roland-Garros ni de Wimbledon, mais le Français revient mort de faim sur le circuit et réalise un exploit incroyable de remporter Bercy, son premier Masters 1000 en carrière. Et celui-là, il l'a pas du tout volé, parce qu'il bat Stepanek, Djokovic, Roddick, Blake et Nalbandian en finale. On a Tsonga Prime qui a réussi à recapturer l'énergie, la sérénité qu'il nous a montré en Australie. Et d'ailleurs, ce titre, il lui permet de se qualifier pour le Masters en fin d'année, donc il surfe sur cette vague
vague incroyable. Malheureusement, 2 défaites et une victoire contre Djokovic n'ont pas suffi pour aller en demi-finale au Masters, mais on a un Tsonga qui finit l'année 6e mondiale, sachant que Gilles Simon finit 2008 à la 7e place mondiale. Donc il faut quand même se rendre compte que les Français à l'époque c'était quand même méga solide, et que c'est à partir de cette année que Tsonga a pris le lead de cette génération en France. Et même si en 2009 il nous contente d'un petit quart de finale à l'Open d'Australie, Tsonga finit par s'installer durablement dans le top 10 au fil des années. Il faut bien réaliser que Tsonga dans le top 10 c'est tout sauf un passage éclair. Il a prouvé année après année qu'il méritait sa place parmi les meilleurs. Entre 2008 et 2015, je dirais même que Tsonga fait partie des piliers du tennis mondial, avec des résultats réguliers en Masters 1000 et en Grand Chelem. Alors vous allez me dire, oui mais il gagne pas. Ok, pas de problème. Mais pendant cette période, qui a gagné? Personne, à part les quelques joueurs que vous savez. Donc on va se poser la fameuse question en fin de vidéo si on peut avoir des regrets, mais il fait quand même partie d'un groupe de 5, 6, 7 joueurs qui ont démontré une constance exceptionnelle dans le top 10. On peut mettre Ferrer, Berdych, Wawrinka, même si lui il a réussi à gagner, Nishikori, Gasquet, Monfils, mais Tsonga ça a été une valeur sûre du circuit. Tsonga c'est 2e semaine en Grand Chelem la plupart du temps, et maintenir ce niveau de constance sur plusieurs années, c'est une énorme performance qu'on met pas assez en valeur. J'ai parlé de son sacre à Bercy, mais Tsonga il a remporté un autre Masters 1000 en réalisant un parcours encore plus fou. C'était à Toronto en 2014 et il réussit à battre, accrochez-vous bien, Roger Vasselin, Chardy, Djokovic, à qui il met 6-2, 6-2 au passage, donc on a un autre Tsonga Prime, Murray dans un gros match, Dimitrov et Federer en finale. Des parcours comme ça dans un tournoi, il y en a 2, 3, 4 par décennie, pas plus. Je pense récemment à Alcaraz à Madrid en 2022, où il se fait Norrie, Nadal, Djokovic, Zverev, ou Holger Rune à Bercy la même année qui bat Wawrinka, Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Auger-Aliassime et Djokovic, c'est tout. Donc Tsonga est capable du meilleur, et quand il arrive à faire ressortir le meilleur de son jeu, c'est top 5. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses comme en ce moment. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça nous aide énormément. Et aussi activer la petite cloche, je sais que tu l'as pas fait, ça te permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. À noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, la développer au maximum, mais générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Donc si tu veux nous aider à développer la chaîne et soutenir ma 2e année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don sur Tipeee, le lien est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Bah oui, c'est vrai, et Joe il a été top 5, 5e mondial c'est son meilleur classement. Et c'est l'illustration des quelques accomplissements qu'on a vus. Sa finale à l'Open d'Australie, son titre à Bercy, son titre à Toronto, et ses belles épopées à Roland-Garros aussi, parlons-en. Parce que chaque année quand Roland-Garros arrivait, on va pas se tromper non plus, on est français. On avait Dieu quasiment que pour Tsonga. C'était lui qui pouvait potentiellement mettre le feu sur le central et nous faire des gros parcours, parce que l'étincelle, il l'a allumé dès 2012. Ce tournoi où il est tête de série numéro 5, donc au top de sa carrière au niveau du classement, et il arrive en quart de finale après avoir sorti Wawrinka en 8e de finale dans un énorme match en 5-7. Tsonga Djokovic, on connaît, malheureusement c'est le match qu'il fallait gagner pour Joe en Australie en 2008, mais là on est à Roland-Garros, à Paris. Tsonga c'est déjà le chouchou du public, et Djokovic est globalement pas aimé. Donc on a un stade 100% pour Joe, et après un mauvais démarrage où il perd 6-1, Tsonga se transcende et joue 2 sets de très très haut niveau, 2 sets qui gagnent 7-5 et 7-5. Oui, Tsonga mène 2-7-1 et il continue le délire dans le 4e set. Entre agressivité et justesse, il malmène Djokovic et il se procure 2 balles de match à 5-4. Djokovic les sauve de manière incroyable. 2 nouvelles balles de match à 6-5. Djokovic les sauve de manière incroyable et parvient à remporter le tie-break, ainsi que le 5e set 6-1. C'est une déception immense pour Joe, évidemment. Mais c'est aussi le début d'une ère où à chaque Roland-Garros, du coup, il était ultra attendu. Et à juste titre, parce que l'année d'après, en 2013, il fait demi-finale en battant Federer en quart de finale en 3 petits sets. En 2015, rebelote, demi-finale en battant Berdych et Nishikori. Donc Tsonga à Roland-Garros, on sentait que c'était le tournoi où il pouvait se sublimer, se surpasser pour aller chercher ce grand chelem. C'est le tournoi où il jouait par moments son meilleur niveau, un niveau de top 5, mais sans jamais arriver à dépasser les demi-finales, que ce soit contre Ferrer en 2013 ou contre Wawrinka en 2015. Donc Tsonga top 5, mais pas plus. Pas plus parce que malheureusement, il a évolué dans une ère où j'ai envie de dire les 4 places de devant étaient prises en permanence. Alors on a vu que sur un tournoi à Toronto, ils pouvaient tous les battre, mais ça il l'a fait et une fois, en Masters 1000. Même les Berdych, les Nishikori n'ont jamais fait des parcours comme ça. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Tu peux en battre un quand t'es en chaleur, mais derrière, tu te fais bouffer par l'autre. Comme à l'Open d'Australie en 2008, où il bouffe Nadal, mais en finale, Djokovic vient le cueillir. Pareil, souvenez-vous de l'exploit incroyable de Tsonga qui bat Federer à Wimbledon alors qu'il était mené 2-7-0. Ok, il le bat en quart de finale en 2011, c'est fou, sauf que derrière, Djokovic s'est bien occupé de lui. Le fait qu'il n'y ait pas un, ni deux, mais 3 monstres à battre, et encore, je mets même pas Murray dans l'équation, finalement, ça explique la limite presque naturelle de Tsonga, son niveau plafond qui est 5e mondial, ce qui est juste énormissime, précisons-le. Donc un niveau de top 5 qu'il a atteint grâce à un jeu incroyable.
Le jeu de Tsonga, vous le connaissez bien si vous l'avez suivi, mais c'était un puncher. Un jeu puissant qu'il a pu développer avec son physique plutôt imposant, et on parle souvent de sa puissance, mais il faut pas résumer son jeu à ça. Alors certes, Joe c'était un service dévastateur, il était capable de sortir des aces à profusion, de placer, de varier les zones et les effets, donc breaker Tsonga c'était un énorme challenge. Forcément, comme beaucoup de joueurs, il fallait un bon pourcentage de première balle pour dérouler et mettre la pression sur les jeux de retour, et derrière son service, on avait son coup droit. Et là que dire, on parle d'une arme encore redoutable. Un coup droit qui pouvait clouer ses adversaires sur place. Il avait cette capacité à frapper très très fort, et aussi à placer la balle avec une grande précision. C'est un coup qui a fait très mal à Novak, à Rafa, à Roger y compris, et rien que son service plus son coup droit derrière qu'on vient de voir, c'est une séquence que Joe a utilisée des milliers de fois dans sa carrière, tellement l'efficacité de cet enchaînement était fou. Côté revers, maintenant, on va pas se mentir, c'était plus friable. Comme pas mal de joueurs, c'est le coup qui peut faire un tout petit peu défaut, et c'était le cas pour Tsonga. Alors attention quand même, là on parle du plus haut niveau, donc le niveau d'exigence est juste hallucinant. Évidemment que Tsonga il a un revers incroyable, évidemment qu'il l'a énormément travaillé, mais quand on compare avec sa concurrence directe pendant la décennie 2010, les Ferrer, les Berdych, les Wawrinka, le Big Three évidemment, bah oui, Tsonga c'est un poil en dessous côté revers. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle il a pas réussi à aller au bout en grand chelem. Parce que dans les grands matchs, dans les moments importants, les meilleurs ils sont loin d'être bêtes. Il le pilonnait dans le revers en attendant la faute. Mais Tsonga, si on est honnête, il avait aussi une main exceptionnelle. Il montait assez souvent au filet et il était capable de sortir des volets incroyables. C'est un joueur qui lisait bien le jeu, physiquement c'était très costaud, parce qu'il avait la hauteur suffisante pour bien servir, sans faire 2 mètres non plus, la masse musculaire pour encaisser les gros efforts, et il se déplaçait très bien sur le court. Rajoutez à ça son énergie positive qui le poussait à se surpasser constamment, et ça nous donne un Tsonga qui nous a fait une carrière incroyable, même si malheureusement la fin a été assez compliquée. La carrière de Joe, malheureusement, elle est aussi marquée par des blessures, comme beaucoup. Pour Tsonga, à partir de 2020, avec le Covid, c'est là que ça s'est compliqué. Forcément, il allait sur ses 35 ans, donc ça commence à couiner. Son corps aussi était mis à rude épreuve par son style de jeu explosif qui lui demandait une rigueur d'entraînement folle. En 2020, il est diminué par des douleurs dorsales, donc il abandonne au premier tour de l'Open d'Australie. Et derrière, il jouera plus de l'année, il s'arrête. Malgré la reprise du circuit et des tournois avec l'US Open puis Roland Garros dans cette période bizarre, lui, il arrête. Certains disent qu'il semble être sur la fin, mais lui, il voit la chose autrement et il a envie de continuer. En 2021, il revient, mais il est vite blessé au bras, donc pareil, il est obligé d'abandonner. Il peut pas finir son match à Dubaï contre Jaziri, et à Roland Garros, défaite d'entrée contre Nishioka. Et là, forcément, on a un Joe inquiet, qui peut-être vient de jouer son dernier match à Roland Garros. Il est honnête avec lui-même et il sent très bien qu'il est à des années-lumière de son meilleur niveau. Les douleurs de son corps prennent le dessus et même avec la meilleure volonté du monde, il peut rien faire. À Wimbledon, défaite d'entrée contre Michael Ymer, puis forfait à l'US Open et donc là il sort du top 100. Il finit 2021 à la 263e place mondiale. C'est l'hécatombe, il enchaîne les pépins physiques et les contre-performances. Et ce qui était cruel, c'est que Joe il avait toujours cette mentalité de combattant, mais le corps suivait plus. En 2022, il lutte entre challenger et circuit principal, mais Joe il s'est fait une raison. Et ça y est, début avril, il annonce mettre un terme à sa carrière à Roland Garros. Donc son dernier match à Roland en 2022, il tombe sur Casper Ruud au premier tour, qui est en chaleur à ce moment-là, sur terre battue, qui vient de gagner Genève. Et malgré ça, Joe, il nous fait un gros match. Il gagne même le premier set au tie-break, ensuite il perd les 2 suivants, et alors qu'il vient de breaker Ruud dans le 4e et qui sert pour revenir à 2 sets partout, il se blesse à l'épaule droite et perd le tie-break sans mettre un point. Et là, on a un moment d'émotion, de tristesse, mais on a aussi célébré cette carrière énorme. Le public de Roland lui rend un hommage, il y a une cérémonie, et il a peut-être pas gagné autant de titres qu'il l'aurait souhaité, quoique, mais il part vraiment avec les honneurs, avec le respect de tout le monde, et surtout avec une carrière exceptionnelle derrière lui. Alors, est-ce qu'on peut exprimer des regrets pour Joe Wilfried Tsonga? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on estime qu'il a été au bout de sa carrière et qu'il a exploité le maximum de son potentiel? Forcément, des regrets, il y en aura toujours. Sur un tournoi, sur un match, comme ce quart de finale à Roland Garros en 2012 contre Djokovic, où ça se joue à quelques centimètres. Mais après, le moment où Tsonga était le plus proche de remporter un grand chelem, c'est en Australie, en 2008, contre Djokovic qui, comme lui, n'avait jamais gagné de grand chelem à l'époque. Et Tsonga était dans la forme de sa vie. Donc si on peut avoir un regret peut-être, c'est juste sur celui-là au final. Et peut-être que ce titre aurait débouché sur d'autres, donc on saura jamais. Mais avant d'avoir des gros regrets, il faut peut-être analyser ce qui s'est passé sur ces 15 années de Tsonga. Et c'est très clair, on a 3 joueurs qui ont tout pris, qui ont tout gagné, tout le temps. Et je compte même pas Murray qui a eu ses heures de gloire.
Et je compte même pas Wawrinka qui a eu ses heures de gloire. Et je compte même pas le fait de se battre aussi contre tous les autres joueurs exceptionnels qui étaient là en même temps que Tsonga, mais qui n'ont rien gagné comme lui. Donc ok, c'est dommage, parce qu'à certains moments, il était tout proche de gagner en Grand Chelem. Mais si on met en perspective la concurrence, on peut aussi dire que c'est déjà énormissime d'avoir fait une finale en Grand Chelem, 5 demi-finales. Il a quand même battu Nadal en Grand Chelem dans un match incroyable. Il a battu Djokovic en Grand Chelem aussi à l'Open d'Australie en 2010. Il a battu Federer en Grand Chelem plusieurs fois, à Roland-Garros, une doudoune, à Wimbledon en le renversant complètement. Là, on parle de performances que les Berdych, les Nishikori, les Ferrer ont jamais fait. Ils ont jamais fait ça, eux. Donc on peut voir le verre à moitié vide, y a pas de problème. Ok, il a pas gagné de Grand Chelem. Mais s'il vous plaît, n'oublions pas la carrière du bonhomme. Mais de toute façon, aujourd'hui, tout va trop vite dans notre société. Dès qu'un tournoi est terminé, on passe au suivant. Toronto 2014, les épopées en Grand Chelem, évidemment que c'est loin derrière nous. Mais il faut quand même avoir un minimum de lucidité et de fouiller quand même un peu dans les palmarès pour avoir un avis pertinent. Parce que si on s'arrête au Grand Chelem, bah à part les trois dingues, plus Murray, plus Stan, plus Cilic, plus Del Potro, sur cette génération, tout le monde est à zéro. Donc des regrets, pourquoi pas dans l'absolu? Mais moi, je vous encourage à aller aussi revoir des matchs de Joe Prime parce que c'est un joueur exceptionnel. Alors, est-ce que Jo-Wilfried Tsonga est le meilleur joueur français de l'ère Open? Dites-moi en commentaire si vous pensez que oui ou non selon vous, parce que moi j'hésite vraiment. Et c'est une question légitime selon moi parce que, ok, il y a Yannick Noah qui a fait vibrer la France en remportant Roland-Garros en 1983, intouchable. Mais si on regarde la carrière dans son ensemble, Tsonga il a affiché une constance exceptionnelle. Il a été au plus haut niveau pendant 10 ans, il a passé plus de temps dans le top 10. Il a battu les légendes ultimes du tennis, Djokovic, Nadal, Federer, en Grand Chelem. Alors certes, Noah a aussi battu les légendes de son époque, hein, les Lendl, les Connors, les Baker, les Wilander. Mais si on compare la concurrence des deux, désolé, mais dans l'ère de Tsonga, il y avait 0 place pour gagner en Grand Chelem, c'est ce qu'on vient de dire. Certes, Noah a gagné 23 titres contre 18 pour Tsonga, mais Noah, mis à part son Roland-Garros, c'est une demi-finale en Grand Chelem. Donc il a pas non plus marqué la décennie 1980 par son omniprésence au plus haut niveau. Ok, il a souvent été en deuxième semaine de Grand Chelem, mais finalement son titre à Roland-Garros, je vais pas dire qu'il sort de nulle part, parce qu'il restait quand même sur 2 quarts de finale à Roland-Garros juste avant, mais il y a un peu de ça quand même. En tout cas, on a 2 immenses champions. Dites-moi en commentaire vraiment lequel vous mettez un peu au-dessus dans l'histoire du tennis français. Moi, c'est vrai que j'accorde une énorme importance au Grand Chelem, donc peut-être que je mettrai Noah un tout petit peu devant, mais vraiment merci à Jo-Wilfried Tsonga parce qu'il a animé le tennis français en leader ces 15 dernières années. Et je pense qu'il va beaucoup nous manquer, il nous manque déjà, même si on a du renouveau, hein, avec du Humbert, du Fils, on espère que le tennis français se portera très bien. En tout cas, on a des éléments qui peuvent vraiment faire en sorte que le tennis français nous fasse vibrer. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!